Bonjour, je m'appelle Nicolas Gérakis, j'ai 59 ans, j'habite à Marseille et je suis le président d'une association qui s'appelle Voir la vie, que nous avons créée en 1994. Parallèlement à cette activité, je suis publicitaire et j'ai une agence de com toujours à Marseille. Bonjour à tous, je suis Lionel Simon, je suis adhérent CRIS depuis 2006 à Florence dans le Gers, pas loin de Toulouse, et vice-président maintenant depuis 2009 de la fabuleuse ONG Voir la vie. Alors Voir la vie est un jeu de hasard complet puisque avant de créer quoi que ce soit dans l'ophtalmologie, n'étant pas du tout ni ophtalmologue ni opticien, j'étais en responsabilité d'une communauté, la communauté Emmaüs à Marseille, pendant presque 19 ans. Le hasard a fait qu'un de nos prêtres ouvriers, qui était instituteur en Guinée, nous avait alerté sur un cas de cataracte en Guinée. C'est une petite fille qui, effectivement, a présenté une cécité quasiment complète. Et cette petite fille-là devait être opérée. Et on a donc évidemment dit à ce fameux Georges Ruffiot, qui était le curé et le prêtre de l'époque, de réviser son diagnostic parce que la cataracte, c'est une maladie de vieux. Et il est revenu vers nous en disant non, chez nous, malheureusement, en Guinée, il y a des cataractes cécitantes. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour elle. On l'a fait venir en France. Georges a dit, j'en ai une deuxième, j'en ai une troisième. Bon, allez, stop. Il faut trouver une solution sur place. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va s'intéresser à cette pathologie. Et on a commencé à espérer la traiter en faisant un premier centre. Voilà. C'est comme ça que Voir la vie est né d'un hasard et d'une circonstance d'un prêtre ouvrier qui nous avait dit à l'époque « aidez-nous ». Et en fin de compte, on a aidé un peu plus que le prêtre. Alors la Fondation CRIS, au tout début, c'était Bruno Dauvillers. Bruno était basé à Bazainville et il avait une fonction qui était une surveillance, mais il passait beaucoup de son temps à aider les associations. Lui, il était parti déjà en mission depuis quelques années, donc il savait ce que c'était que d'aller en Afrique. Et quand je le rencontre à Bazainville, inévitablement, il me dit de quoi tu as besoin ? Bruno, j'ai besoin de tout, de tout, des lunettes, des montures, de l'argent, etc. Eh ben, on va commencer, on va y arriver. Alors moi j'ai commencé mon action humanitaire bien avant de rentrer chez CRIS, et quand je suis rentré chez CRIS, c'est tout naturel que j'ai rencontré finalement Bruno Dauvillers, justement l'homme clé de la fondation de l'époque. De 2006 en gros à 2010, on a monté quelques missions et on est parti justement en Afrique avec notamment des lunettes que l'ensemble du réseau, l'ensemble des adhérents collectaient. Et puis c'est là qu'après est arrivé également Voir la vie, et donc moi j'ai commencé à découvrir Voir la vie, et puis c'est une histoire qui a commencé à ce moment-là et puis qui s'est jamais arrêtée. On a commencé par la Guinée, puisque la petite histoire nous rappelle que c'est Betty et que c'était là une Guinéenne. Puis après, on a développé le Bénin, où on a un centre toujours loin de la capitale pour aller chercher les problèmes là où ils sont, c'est-à-dire dans les zones qui sont surpeuplées et loin des accès aux soins oculaires. Et récemment, on a ouvert, il y a donc 2 ans, un autre centre au Sénégal, très très loin de Dakar, au pied de la Mauritanie, dans un endroit très aride qui s'appelle Matam. Et pour la petite histoire, comme ce centre-là que n'a pas connu Bruno, mais pour lequel il avait un attachement pour le Sénégal et il nous aurait aidé à le monter avec le matériel nécessaire, notamment pour de la réfraction, puisque c'est un centre de réfraction. Et bien pour la petite histoire, nous partons au mois d'octobre faire une énième formation là-bas et nous allons poser une plaque inaugurale au nom de Bruno, puisque c'est un beau clin d'œil pour ses 20 ans de la Fondation, de lui rendre cet hommage, de lui dire qu'on pense à lui, parce qu'on a démarré l'optique grâce à lui. Alors, avec Nicolas, on se complète. Lui s'occupe beaucoup de la préparation, de toute la partie, on va dire, des liens avec les pays, les ministères, et puis également avec les associations sur place. Et en ce qui me concerne, mon action était au départ d'être un petit peu, on va dire, l'homme de terrain pour monter les centres, puis de former du personnel sur place. Maintenant, c'est un petit peu plus, on va dire, d'accompagner justement tous les opticiens qui aujourd'hui se sentent concernés par cette action humanitaire et qui s'engagent désormais à nos côtés.
Alors, c'est vrai que les moments où les centres s'ouvrent, notamment le premier, ça a été un moment très très fort. Alors, et pour la petite histoire, je me rappelle à l'ouverture donc de ce premier centre optique donc à Kindia, en Guinée. Donc tout avait été bien installé, la population locale avait été informée et donc du coup, il y avait déjà une grande queue qui s'était formée de gens qui attendaient. Et arrive un moment donc un monsieur très âgé, certainement un des plus anciens du village, qui vient au bras d'un jeune qui le guidait puisque ce monsieur n'y voyait quasiment plus. Et en faisant son examen, on se rend compte que lui avait bénéficié d'une intervention de cataracte par un tradipraticien qui lui avait basculé le cristallin. Il y voyait très flou. En l'équipant juste en verre d'essai avec des verres adaptés, il s'est remis à voir de surprise. Il en a repoussé son jeune guide et parce qu'il n'avait plus besoin de lui, qu'il y voyait à nouveau. Et pour nous remercier d'ailleurs, il nous a fait quelques pas de danse. Alors c'était très très émouvant. C'était vraiment un moment très très magique, très intense. Ce que Bruno était, tous les bénévoles, car ils sont bénévoles au sein de la Fondation, Pierre, Mathieu, etc., ils sont tous animés de la même fibre. C'est-à-dire que la première chose qu'ils font, c'est écouter. Cette oreille que la Fondation a, on l'a retrouvée dans la version 2, et que ça nous a aussi peut-être obligés à grandir, à mieux aussi définir nos demandes, à être plus précis, et puis, c'est ce qu'on a fait, à intégrer les CRIS dans nos missions. C'est ça la magie qu'on a essayé de mettre en place et qui a fonctionné, qui était de dire, on va vous associer non pas à un financement ou à une prise de participation, vous allez venir avec nous. Les salariés bénévoles qui s'en vont avec nous, c'est tellement enrichissant parce que derrière, quand elles rentrent, elles sont animées d'une foi, c'est mieux que n'importe quel discours, que n'importe quelle vidéo. Et nombre des adhérents CRIS qui nous suivent ont aujourd'hui inscrit dans leur développement de leur structure un challenge qu'ils appellent le challenge, voir la vie, le challenge, ce qu'ils veulent, et qui permet de dire d'une façon récurrente, ils s'inscrivent sur un pays et ils veulent continuer à développer cette espèce de fibre pour dire, oui, effectivement, on sait produire en France, mais on sait aussi s'intéresser à ceux qui sont loin et qui ont besoin de nous. Et c'est plus qu'un coup de main d'une fondation, c'est un groupe qui dit, moi ça me plaît ce que vous faites, donc à notre niveau, avec nos moyens, on s'y inscrit et on y participe. Pour la petite info, moi je dis toujours à ceux qui ont l'impression qu'on manque de temps, que la vie nous accapare, etc., le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est donner son savoir. C'est-à-dire que chez CRIS, on a des tas de personnes qui ont un savoir énorme, qui pourraient le donner. Faire un don de ce que l'on sait. C'est formidable. La période Covid a été donc évidemment détestable pour tout le monde. Elle nous a bien pourri la vie et elle nous a éloignés de nos terrains de jeu, bien évidemment, puisque, par exemple, pour la Guinée, en dehors de la Covid, il y a eu aussi une crise d'Ebola avec cette maladie galopante et puis un coup d'État. Donc, bien évidemment, il a fallu se réinventer pour continuer à être présent sur le terrain, occuper le terrain et surtout ne pas donner aux équipes un sentiment d'abandon. Du coup, on s'est réinventé. Et là, avec l'aide de la Fondation, on a mis en place un programme de téléformation qu'on appelle le référentiel numérique et qui est un programme qui permet avec des modules intégrés dans un iPad, donc c'est une application mobile, de pouvoir continuer à progresser selon son niveau en étant connecté avec un bénévole français qui fait des visioconférences, on va dire, de contrôle ou de suivi. Et donc ça continue, à impliquer les bénévoles CRIS et surtout, le programme, il a été créé grâce au savoir du personnel CRIS. Ça, c'est vraiment une collaboration nouvelle. On a mis sur le terrain, en pratique, le savoir-faire d'un groupe et la technologie que l'on portait par ailleurs, nous, pour pouvoir changer un peu notre fusil d'épaule. La première personne qui a participé grandement à la création de référentiel, il est devant moi, il s'appelle Lionel Simon, puisqu'il est donc le vice-président et c'est lui qui a conçu toute l'organisation, on va dire, l'arborescence du programme. Et puis après, on a fait appel à des partenaires CRIS que l'on a depuis pas mal de temps avec nous et qui nous accompagnent en mission. Donc on en a deux. On a le groupe HK, Esto Pliankov, qui est à Rennes et qui ont depuis très longtemps joué le jeu de monter un challenge pour envoyer pas loin de 20 ou 25 personnes par an. Et puis un autre qui est dans le sud, à Avignon, qui s'appelle Thierry Calderon, et qui, lui, se consacre plutôt au développement de la partie Sénégal.
Donc on a ouvert 11 unités ophtalmologiques depuis donc 29 ans, 4 centres optiques. Le nombre de consultations en étant évidemment centaines de milliers depuis 36 ans, vous imaginez. Une personne, souvent, un chef de famille, il fait vivre entre 15 et 20 personnes à lui tout seul, parce qu'il a évidemment sa famille à lui, la famille souvent de son frère quand il est décédé, celui des cousins, et donc il faut absolument qu'il y voie ce garçon-là. Lui, il passe en premier parce qu'il faut qu'il puisse derrière assumer le salaire d'une maison de 10-12 personnes, quoi. C'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a une vraie satisfaction, non pas personnelle, voilà, d'avoir accompli ces missions, mais surtout de se dire que voilà, on a pu rendre un petit peu la vie un petit peu moins compliquée et on rend finalement à la vie ce qu'elle nous a donné. C'est un petit peu rétablir les choses. Il y a une satisfaction et pour les gens là-bas et aussi une satisfaction de voir qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de beaucoup d'adhérents et de crise group aussi, de vouloir donner un sens vraiment à notre action, à notre travail quotidien. Les actions sont rendues possibles uniquement grâce à l'implication des adhérents et des collaborateurs. Et personnellement, effectivement, ça me rend moi très heureux, évidemment. Alors à titre personnel, comme j'en ai fait un peu l'orientation de ma vie depuis très très longtemps, je m'en nourris, donc on ne peut pas ne pas s'enrichir de ces expériences-là par le contact, par la sincérité, par les témoignages de retour et par le fait qu'on se sent utile pour eux. Ce n'est pas des remerciements, c'est des expériences de vie, c'est des gens qui deviennent des amis. Il y a une des finalités que l'on peut conserver et garder dans le sens et l'activité que l'on produit au jour le jour avec cette association, c'est le fait de tomber sur des cas particuliers qui nous redonnent pleinement le sens de notre action. Le sens de l'action, c'est effectivement de redonner la vue. À ce titre-là, un des souvenirs qui est le plus marquant, parce qu'il a été pendant très longtemps un peu le totem de notre association, c'est l'histoire du petit Koulumba. Koulumba, c'est un des 51 enfants qu'on a été obligé d'opérer à Marseille, en France, parce que les cas opératoires étaient trop compliqués pour les traiter sur place, avec des anesthésies qui étaient assez délicates. Et donc, on se permettait, avec l'aide évidemment d'un groupe hospitalier à Marseille, de faire venir un enfant et sa maman, toujours, pour qu'ils puissent effectivement avoir cette opération de la cataracte bilatérale, donc en même temps. Donc c'est assez délicat sur un enfant, puisque, faut le savoir, à plus de 6 ans et demi, un enfant qui a une cataracte cécitante à la naissance n'a plus la possibilité de développer la vue, puisque la partie donc, du cerveau qui est développée pour la vue se nécrose. C'est trop tard. Donc il faut intervenir en urgence entre 0 et 6 ans. Donc on avait dit avec ce groupe hospitalier, tiens, on prend le pari, on fait venir ces enfants-là. Arrive le petit Koulumba. Le petit Koulumba, il fait partie d'un des 51 enfants, donc on ne le connaît pas plus que ça, quoi. Il vient avec sa mère. Souvent, ils sont d'ethnie qui parlent très peu le français. La mère ne parlait quasiment pas le français. Et le petit Koulumba qui arrive donc avec, évidemment, une cataracte vraiment opaque. Il ne voyait rien des deux yeux. Il était vraiment accroché aux jupes de sa mère. Et il attendait que sa mère le touche ou lui donne des orientations ou des indications pour réagir. Cet enfant passe au bloc opératoire avec succès. Et on voit effectivement le gamin, le lendemain, avec des coques de protection que l'on met pendant une nuit, le temps de cicatriser. Et il est dans le bureau de notre chirurgien, un bureau assez grand, un peu foutoir. Et au milieu des dossiers, au milieu de tout ça, il y a une agrafeuse rouge. Et on lui enlève les coques. Au moment où on lui enlève les coques, évidemment, il recouvre la vue. Il saute sur le bureau, il s'empare de l'agrafeuse et il ne la lâche plus. Il a découvert le rouge. On lui aurait offert un train, une voiture, il s'en serait complètement foutu. Il voulait cette agrafeuse rouge. Il est reparti en Guinée avec. Et puis sa mère nous dit, nous fait comprendre, merci, parce que vous l'avez sauvé la vie. On l'a semblé quand même très très attaché à ce remerciement-là. Et ce petit Koulumba, il était sourd-muet. C'est-à-dire qu'il était sourd, muet et aveugle. Et donc il était condamné à mourir, mais inévitablement. Et elle ne nous l'avait pas dit, la maman, parce qu'elle a dit c'est un cas d'exclusion. Ils ne vont pas venir me le prendre, ce petit Koulumba, si je dis en plus qu'il est sourd-muet. Donc elle avait caché cette infirmité, et c'est pour ça qu'il parlait pas du tout, et qu'il était très attaché à sa mère physiquement. Et en fin de compte, dès qu'il a commencé à voir, il a commencé à évoluer,
à se développer, à pouvoir faire d'autres choses que d'être dans les jupes de sa mère. Et comme on l'a beaucoup aimé, inévitablement on l'a suivi. On l'a suivi et on a fait en sorte qu'il puisse aller à l'école. Donc il est allé à l'école des sourds-muets, qui est une école des sourds-muets à Conakry. Et il est rentré dans une équipe de foot américain. Il fait 1m90, 100 kg. Donc il s'est bien développé, le garçon. Il a fait de la musculation, il a fait évidemment beaucoup de sport. Il a eu son bac. Et aujourd'hui, il travaille dans une industrie locale. Voilà, donc ce type-là, qui était normalement, il ne devait pas dépasser les 6 ans, a eu la vie sauvée, mais uniquement parce que sa mère y a cru, parce que le geste qu'on a fait n'était pas particulier, c'était le même que pour tout le monde. Mais lui, effectivement, avec cette triple infirmité, il a sauvé sa vie au milieu de plein d'autres. Un double merci pour les 20 ans de la Fondation. Un merci donc à l'équipe de direction. Et deuxièmement, merci à donc, tous ceux qui ont envie d'être utiles à un moment donné dans leur vie. Bravo, merci, on est là pour vous. Un jour, l'abbé Pierre, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant mes années Emmaüs, et il nous a dit « et les autres ». 3 mots que j'ai pas compris au début en disant « et les autres ». Et alors les autres, qu'est-ce qui se passe avec les autres ? La finalité de cette réflexion, c'est qu'on n'est rien sans les autres. On se construit toujours avec quelqu'un autour de soi. Son conjoint, ses enfants, à qui on transmet, son conjoint à qui on doit donner de l'amour et à qui on donne cet amour, et puis nos parents, et puis nos collègues de travail. Qu'est-ce qu'on ferait si on était seul dans un bureau sans pouvoir transmettre, sans pouvoir expliquer ce que l'on est et comment on évolue ? Et bien, ce et les autres, ils touchent tout le monde. Donc c'est ce et les autres qui sert un peu de philosophie pour dire on doit s'occuper des autres parce qu'on leur apporte et parce qu'on se construit avec eux.